Donc, bonsoir à tous. Bienvenue au Billet Talk du mois de juin. Donc, pour aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Abdelkader Ayed, qui n'est rien d'autre que le membre fondateur du chapitre de Tunisie, avec qui nous avons commencé à collaborer depuis l'année dernière. Donc, ce n'est pas notre première fois d'avoir un événement avec Monsieur Abdelkader Ayed. Donc, bonsoir Abdelkader. J'espère que tu vas Bonsoir bien. Nadège, bonsoir tout le monde. Merci pour votre présence. Je sais, ce n'est pas évident d'enchaîner et de vous rendre disponible après une journée très chargée. Aujourd'hui, en fait, on va aborder un thème très intéressant pour notamment les business analysts. C'est un thème qui portera sur les tactiques de workshop. Le workshop, en termes, c'est déjà une technique en fait proposée par le BABOK, mais aujourd'hui, on ne va pas seulement voir la technique, mais l'objectif, c'est de voir aussi quelles sont les tactiques en fait que le business analyst pourrait utiliser pour qu'il puisse bien réussir en fait donc son workshop. Mhm. D'accord. Donc, voilà, merci du coup, Nadège. Merci déjà au chapitre ivoirien qui prend toujours l'initiative pour animer ou pour organiser des webinaires très intéressants, des webinaires avec des sujets très intéressants aussi donc pour les business analysts et pour les métiers de gestion de projet. Mhm. Merci à Euh, toi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser partager ton écran directement. Très bien, Je très vais te bien. laisser t'introduire et puis je pense qu'on va commencer. Bonne idée, Nadège. Ça marche. Du coup, là, j'ai pas encore la main. Ok, là, je te laisse la main. Très bien. Donc, petit instant. Une seconde, juste d'organisation. Ok, Est-ce que vous voyez bien mon écran? pas encore. Ça va venir. Ok, là, c'est bon maintenant. Très bien. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Abdelkader Ayed. Je suis Senior Business Analyst. En fait, je suis Senior Business Analyst en fait, certifié. Je suis certifié CBAP. Je suis certifié CBDA en Data Analytics. Je suis certifié PMP. CISA, c'est une certification d'audit informatique, et COBIT, qui est une certification de gouvernance IT. Donc, je suis formateur en Business Analysis depuis 2020. J'anime mes formations pour ceux qui souhaitent en fait préparer leur examen de CBA, CCBA et notamment donc CBAP. Je suis aussi fondateur et membre du bureau du chapitre tunisien depuis, je pense, si mes souvenirs sont bons, depuis 2021. Donc, j'ai une expérience de plus que 11 ans en tant que business analyst. Donc, je suis intervenu de bout en bout sur plusieurs projets stratégiques, donc des projets à l'échelle internationale, donc de refonte de logiciels de gestion, notamment en fait dans les secteurs bancaires, leasing et d'assurance vie et non-vie. Donc, à la base, en fait, j'ai un background d'expert comptable et ma reconversion professionnelle donc, en business analyst, en fait, elle provient d'une réelle passion pour ce métier qui réunit à la fois donc, l'expertise business et les connaissances solides en gestion de systèmes d'information. Donc, avant d'attaquer les techniques, les techniques de workshop et tactiques, on va commencer par le commencement. On va commencer par le BABOK pour vous montrer où les techniques sont localisées en fait, et puis aller petit à petit pour atteindre donc, le cœur du sujet. Donc, le BABOK,
donc Business Analyst Body of Knowledge. C'est le référentiel en Business Analysis, c'est le référentiel de bonnes pratiques pour la communauté de Business Analysts. En fait, il est formé de plusieurs parties qui aident un Business Analyst dans sa démarche ou dans son initiative ou ses travaux de Business Analysis. La première partie qui est très importante dans le BABOK, elle concerne les key concepts. Les key concepts qui concernent donc les principes de base que le business analyst doit comprendre. En fait, c'est une sorte de cadre conceptuel que le business analyst en fait doit bien comprendre afin qu'il puisse déjà comprendre la business analysis. Donc après, il y a la deuxième partie, il y a les knowledge areas, qui sont les domaines de connaissances ou les domaines d'expertise. On verra donc ces 6 domaines par la suite. Dans les 6 domaines d'expertise ou les knowledge areas, donc il y a une trentaine de tâches que le business analyst en fait est amené ou serait amené à effectuer dans le cadre de ses travaux. Donc ces trentaines de tâches, ils sont réparties dans les 6 domaines de connaissances. Pour pouvoir réaliser ces tâches, le business analyst, en fait, il doit avoir des compétences nécessaires, qu'on appelle underlying competencies, qui sont au nombre de 6 groupes de compétences. On verra ça aussi par la suite. Pour pouvoir aussi employer les techniques qui là, sur notre schéma, c'est la 5e partie, pour pouvoir, du coup, réaliser ou réussir les techniques, le business analyst aussi, donc, a besoin de compétences. Ces techniques, en fait, ce sont réellement des méthodes nécessaires pour réussir les tâches donc, des différents domaines de connaissances. Le BABOK parle aussi, en fait, de perspectives. Les perspectives, en fait, ce sont les différents contextes de la business analyst. On peut trouver les perspectives, en fait, ou contextes de business architecture. On peut retrouver des contextes, en fait, de process ou de business process management, ou aussi un contexte de mise en place de systèmes d'information. Donc, on voit bien que ici, donc le BABOK réserve une 50aine de techniques donc dans ce référentiel. Donc, qu'est-ce qu'on trouve du coup dans ce BABOK? Là, on se trouve, comme on disait, les 6 domaines de connaissances. Le premier domaine, qui s'appelle Business Analysis Planning and Monitoring, c'est le domaine en fait d'organisation des travaux de l'analyste d'affaires. C'est le domaine où le business analyst aussi doit mettre en place des métriques pour qu'il puisse en fait analyser son rendement. On trouve aussi le domaine des licitations et de collaboration. Ce sont les domaines en fait là où le business analyst va utiliser en majorité des techniques comme les techniques de workshop. C'est le domaine où le business analyst est amené à collecter des informations. On va trouver aussi les domaines comme la stratégie analysis. C'est le domaine en fait qui va permettre au business analyst d'identifier le need ou le besoin métier qui est aussi le besoin déclencheur du changement. On va trouver donc le domaine Solution Evaluation, qui est le domaine donc, qui va permettre au business analyst d'évaluer donc, les besoins des parties prenantes. On trouve aussi le domaine de Requirement Analysis and Design Definition. C'est le domaine où le business analyst serait amené donc d'analyser les besoins et de les modéliser. Et aussi, donc, finalement, on trouve le domaine Requirement Lifecycle Management, qui est le domaine, en fait, qui va permettre de gérer le cycle de vie des exigences. Donc ces différents domaines, en fait, ils ne représentent pas des phases. Ils regroupent des tâches, et ces tâches, en fait, ce qu'on vient de voir, en fait, les trentaines de tâches peuvent être réalisées de manière donc, successive, de manière itérative ou simultanée. Donc, comme vous voyez, donc là, les différents domaines, en fait, sont interconnectés de manière bilatérale. C'est-à-dire que pour réaliser une tâche, en fait, il va falloir utiliser l'input ou l'output d'une autre tâche.
Ce qui fait donc que le business analyst, il est dans une approche itérative, donc afin lui permettant par la suite de finaliser donc son travail. Donc, pourquoi nous avons abordé donc, ces différents domaines d'expertise du business analyst? C'est pour pouvoir en fait localiser les techniques. Comme vous voyez donc, dans le schéma donc, à votre droite, les techniques, donc on a le domaine de connaissance. À chaque domaine de connaissance, donc, où chaque domaine de connaissance il est lié à des tâches qui sont définies par des objectifs et des descriptions pour pouvoir en fait transformer des inputs en outputs. Donc, on aura besoin en fait de guidelines and tools, c'est-à-dire des directives ou des outils. On aura besoin aussi de comprendre des concepts de base qui représentent les éléments et donc on aura besoin surtout aussi donc de maîtriser des techniques qui feront l'objet en fait de notre webinaire ce soir. Donc, les techniques, en fait, sont les méthodes employées par les analystes d'affaires pour réaliser les tâches de l'analyse d'affaires, comme on vient de voir. Les techniques fournissent des informations supplémentaires sur la manière dont une tâche peut être réalisée. Les techniques, c'est-à-dire que les techniques qui vont nous permettre de savoir comment réaliser une tâche. Donc, la liste des techniques indiquées dans le guide Babok n'est pas exhaustive. Je vous rappelle que le Babok, en fait, il fait référence à une cinquantaine de tâches, ou plutôt de techniques, les plus utilisées donc, par les business analysts. Mais réellement, il y a beaucoup plus. Mais l'IBA, en fait, a voulu focaliser uniquement sur les 50 techniques les plus utilisées. Il existe de nombreuses techniques qui peuvent être appliquées successivement ou conjointement avec d'autres techniques dans le but de réaliser une tâche. Donc, pour pouvoir réaliser une tâche qui fait partie du domaine de connaissance, on n'est pas obligé d'utiliser une seule technique, mais on peut utiliser donc plusieurs techniques à la fois. On verra ça par la suite. Les analystes d'affaires sont encouragés à modifier les techniques existantes ou à créer donc de nouvelles afin de les adapter au mieux à leur situation et au but donc de la tâche à affecter. C'est-à-dire, donc on peut pas appliquer, c'est qu'on ne peut pas appliquer par exemple des techniques pour des situations bien précises. Par exemple, si je suis face donc à des parties prenantes qui ne connaissent pas en fait la technique de mind mapping, je ne vais pas utiliser cette technique ou tactique pour pouvoir donc animer mon workshop. Donc, je vais utiliser une autre technique mieux adaptée donc aux différentes parties prenantes présentes. Donc, dans le Babok, la structure des techniques, elle est comme suit. Elle est formée d'objectifs, de description de la technique, de la partie élément, c'est-à-dire quels sont les concepts de base à comprendre pour pouvoir appliquer donc, cette technique, et aussi la quatrième partie qui concerne donc, les atouts et les inconvénients de chaque technique. Donc là, c'est une synthèse des 50 techniques donc, référencées dans le Babok. On voit bien que les workshops ou le workshop, en fait, il occupe la place 50. Et les workshops, en fait, ils peuvent être utilisés donc, avec d'autres techniques comme le brainstorming, les jeux collaboratifs, donc la technique de Fox Group ou groupe de discussion, les interviews, les techniques de priorisation ou de modélisation de processus. Donc, on va utiliser la technique de workshop et on peut utiliser aussi, pour réussir notre workshop, d'autres techniques donc, qui pourraient aussi représenter des tactiques. On verra ça par la suite. Donc, pour commencer, comment vous définissez un workshop? C'est une question ouverte, hein, donc n'hésitez pas à répondre et puis on va essayer Là, de...
donc dans un talk et j'aimerais bien en fait échanger avec vous par rapport à ce thème. Allô, vous êtes là? Peut-être ils sont fatigués. Idrissa, ça te dit de nous dire, pour toi, c'est quoi un workshop? Ben là, je viens de vous prendre en marche et j'avoue que, bon, je ne saurais le dire pour le moment. Ok, je vais essayer avec Mirella. Oui, Nadège. Bon, je pense que simplement un workshop, c'est un atelier de travail avec plusieurs personnes pour pouvoir collecter des informations et puis travailler à obtenir une solution. Enfin, c'est ce que j'en sais. Très bien, c'est une bonne réponse. On va voir ce que nous dit le BAPOC par rapport donc, à la technique de workshop. Donc, un workshop ou un atelier de travail, il représente une technique d'élicitation qui a pour but de rassembler les parties prenantes en vue de collaborer sur la réalisation d'un but prédéfini. Lorsqu'on dit partie prenante, il peut être le business analyst, il peut être en fait les sachants, ils peuvent être des testeurs, des end-users. Donc, un workshop, en fait, il ne limite pas donc, les rôles de parties prenantes. Donc, l'essentiel, c'est d'arriver au but prédéfini, par exemple, par le business analyst. Un workshop, en fait, est un événement ciblé auquel participent les parties prenantes et experts du domaine concerné pendant une période réduite. Il peut être organisé pour différentes raisons. Donc, il peut être organisé pour donc répondre à des besoins de planification d'un changement, des besoins de définition d'un planning. Donc, au sein du workshop, on va essayer en fait d'identifier les différentes activités à planifier, les tâches à planifier. Donc, forcément, on va partir des livrables en fait à réaliser pour par la suite en déduire les activités et les tâches. Le workshop il va aussi nous permettre d'identifier en fait des deadlines. Donc, le workshop il va nous permettre aussi, donc, par la participation des différentes parties prenantes, de définir le périmètre d'un projet. Par exemple, un projet de mise en place d'un système d'information ou d'un outil comptable, grâce au workshop, on va identifier donc le périmètre, c'est-à-dire le périmètre de la solution à mettre en place. C'est-à-dire, par exemple, le périmètre qui peut être constitué dans ce cas par exemple, donc, tu dis n'importe quoi, voilà, par l'identification des grands livres à mettre en place, des plans comptables, des différentes fonctionnalités aussi à mettre en place. Du coup, le workshop pourrait être une technique très efficace pour la définition de périmètres de manière collaborative. Le workshop, il va nous permettre aussi de faire l'élicitation des exigences, c'est-à-dire d'inciter les parties prenantes, en fait, à, euh, à exprimer leurs besoins, par rapport aux objectifs du workshop, ou aux objectifs du changement. Le workshop, il va nous permettre aussi de réaliser des activités d'analyse. On va analyser, par exemple, des besoins. On va analyser, par exemple, des règles de gestion. Le workshop va nous permettre de faire de la conception ou de la modélisation. Un workshop, il va nous permettre de modéliser, par exemple, donc, des process. Donc, un atelier sert également à générer des idées pour de nouvelles fonctionnalités. Donc, ça va nous permettre plutôt les parties prenantes à exprimer leurs besoins, à donc les inciter aussi à générer le maximum d'idées donc par rapport à un problème donné, donc des idées d'identification de solutions à mettre en place. L'atelier va permettre aussi de parvenir à un consensus sur un sujet, notamment lorsque les différentes parties prenantes donc n'ont pas la même vision de la cible à mettre en place. L'atelier va permettre aussi de vérifier les exigences ou les conceptions.
Donc, par exemple, vérifier dans le cadre d'un atelier donc, de revue. Réellement, c'est un workshop, mais on va utiliser des techniques de révision, donc par exemple des livrables. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour moi? Eh bien. OK. Donc, 4 concepts de base à connaître pour une meilleure application de la technique de workshop. Donc, premièrement, il faut savoir comment préparer son workshop. Deuxièmement, il faut savoir en fait qui inviter et quels sont les rôles des différents participants donc, dans le workshop. Troisièmement, comment conduire un workshop. Et quatrièmement, comment conclure un workshop. On va voir ça en détail. Donc, pour la première partie, comment préparer un workshop, le business analyst, par exemple, il doit définir le but et les résultats donc souhaités. On ne peut pas démarrer un workshop sans avoir en tête quels sont les buts de ce workshop. Donc, il faut identifier les principales parties prenantes destinées à participer. C'est très important donc d'identifier les parties prenantes à inviter. Parce que lorsqu'on ignore une partie prenante, on risquerait en fait par la suite d'ignorer un besoin très important à mettre en place. Donc, il faut aussi identifier le facilitateur et le secrétaire. Donc, on verra donc, ces rôles par la suite. Le facilitateur, il peut être le business analyst lui-même ou une autre partie. Donc, il faut créer l'ordre du jour. Il faut que l'ordre du jour soit très clair et partagé, par exemple, dans une invitation de mail. Il faut déterminer donc, la manière dont les extrants ou les outputs sont notés, programmer la session et convier les participants, organiser l'équipement et la logistique de la salle. Donc, c'est la partie logistique qui est aussi très importante pour la réussite d'un workshop. Donc, il faut bien tenir en compte tous les paramètres qui pourraient impacter le déroulement d'un workshop. Il faut aussi envoyer l'ordre du jour et autres documents en amont afin de préparer les participants et améliorer la productivité de la rencontre. Pourquoi préparer les participants et leur envoyer l'ordre du jour et des documents? Parce que parmi les participants, il y a des responsables qui n'auraient pas suffisamment de temps pour lire, donc pour lire les documents donc, et pour en comprendre le besoin. Du coup, il faut les préparer. Parfois, le business analyst il va contacter directement ces parties prenantes pour un entretien préalable donc, avec eux. Donc, quels sont les rôles, les principaux rôles donc, qu'on pourrait trouver donc, dans un workshop? Donc, le rôle principal, c'est le facilitateur. Il présente les buts et l'ordre du jour. Il fait respecter la structure et les règles de base. C'est très important de faire respecter les parties prenantes les règles de base, sinon ils vont aller dans tous les sens lors des discussions. Il maintient les activités orientées sur l'objectif et les résultats donc, souhaités. Donc, le facilitateur, il va dessiner une ligne directrice à suivre. Il va favoriser la prise de décision et la résolution des conflits. Le rôle là du facilitateur est très important en cas de blocage. En cas de blocage, il va mettre à disposition donc aux parties prenantes qui devraient décider en fait les éléments nécessaires et donc veiller à résoudre des conflits de vision par exemple ou d'intérêt entre différentes parties prenantes. Le facilitateur, il veille à ce que tous les participants aussi puissent être entendus. Il ne faut pas ignorer des parties prenantes parce que ça pourrait être mal pris, ça pourrait décourager des parties prenantes qui pourraient être nécessaires donc, pour un projet et il faudrait plutôt aussi les adhérer et pour qu'elles ne se transforment pas en fait en résistants. Le secrétaire, donc, qui est le scribe en anglais, il documente les décisions, garde une trace de tous les éléments ou problèmes différés au cours de la session. De secrétaire qui peut être lui-même, en fait, le rôle de secrétaire et facilitateur, donc dans la majorité de cas, ils sont fusionnés. Donc, on peut faciliter en même temps, on peut en fait aussi prendre des notes.
Mais dans certains cas, dans des cas où il y a plusieurs parties prenantes, dans des cas où le déroulement d'un atelier pourrait être compliqué, là, parfois, on fait appel à un secrétaire pour qu'il puisse prendre note et faire gagner du temps au facilitateur. On a aussi le responsable du temps ou le timekeeper. Il peut veiller à faire respecter le temps alloué pour chaque item de l'ordre du jour. Donc, un facilitateur peut aussi être le responsable du temps. Il peut aussi donc rappeler le temps restant aux différentes parties prenantes. Et on trouve aussi donc les participants. Il s'agit des parties prenantes et experts du domaine concernés par le sujet. Ils doivent partager leurs commentaires ainsi que leurs points de vue, écouter l'opinion des autres et discuter donc des problèmes. Conduire un workshop. Pour conduire un workshop, il faut commencer donc l'atelier par un énoncé des objectifs et des résultats attendus. Là, il faut commencer dès le départ par rappeler les objectifs et par rappeler les résultats attendus pour mettre en place une ligne directrice donc à suivre et donc pour que les parties prenantes ne s'étalent pas trop par rapport aux objectifs définis et reste concentré sur les objectifs à atteindre. Parfois, commencer par une tâche amusante afin de briser la glace et mettre les participants à l'aise. Donc, cette technique, on l'utilise souvent, en fait, lorsque les parties prenantes ne se connaissent pas. Donc, c'est très important de casser, ou de briser la glace et de permettre aux parties prenantes de se sentir à l'aise. Autre point, c'est établir les règles de base acceptées partout pour créer un environnement de collaboration productive. Donc, parmi les règles de base, c'est respecter les opinions des autres. Donc, il faut bien respecter les opinions des autres. Donc, il faut que chacun aussi, il faut qu'il contribue lors de cet atelier. Toute discussion située en dehors du sujet doit être limitée dans le temps. C'est bien d'ouvrir des parenthèses, mais il faut les fermer rapidement. Donc, et rester concentré sur l'objectif. Il faut débattre des problèmes et non des personnes. Donc, il ne faut pas que ce soit personnel. Il faut rappeler que les parties prenantes, ils sont là pour donc, trouver une solution et non pas, en fait, chercher des problèmes et surtout des problèmes donc, personnels. Et il faut s'accorder sur la manière dont les décisions sont prises. Donc là, il faut mettre des critères peut-être de décision, il faut se mettre d'accord sur la manière de prise de décision entre les différentes parties prenantes. Donc tout au long de... Oui. Je veux juste rajouter que sur la partie de la gestion des conflits, c'est qu'il y a des projets qui sont tellement complexes où lorsqu'on organise un workshop, c'est des règlements de compte. Donc, il y a cette réalité-là aussi qu'il faut considérer. Souvent, ce n'est pas ça l'objectif, mais vu que le projet est très complexe et qu'il y a eu des prises de décision qui ne rentrent pas dans le schéma de tout un chacun, finalement, le workshop se transforme en un terrain de ring et on en ressort avec aucune décision claire qui a été prise. Exactement, Nadège. En fait, les parties prenantes, ils n'ont pas le même niveau de connaissance, ils n'ont pas le même niveau de détail donc, par rapport au projet, par exemple. Donc, du coup, ça invite des conflits, et des conflits plutôt donc, de visibilité par rapport à l'attendu. Chacun détient une part de vérité. Et l'idée, c'est que le facilitateur puisse en fait rassembler toutes ces vérités pour leur montrer un schéma global, un schéma qui soit partagé entre les différentes parties prenantes sur les visions et les objectifs, par exemple, d'un changement. Donc, quatrième élément, quatrième concept nécessaire pour réussir un workshop, c'est la conclusion, comment conclure un workshop. Une fois l'atelier de travail terminé, donc le facilitateur, il assure le suivi de toutes les actions ouvertes enregistrées. Donc, le facilitateur ou le business analyst doit veiller à ce que des actions soient notées
et surtout des responsables soient affectés à ces actions avec des deadlines. C'est très important de faire cela séance tenante, sinon par la suite, vous serez obligé de courir derrière ces personnes et généralement, ces personnes, donc, ils sont occupés et ça va impacter donc, vos deadlines. Autre point, c'est donc le business analyst ou le facilitateur, il complète la documentation et la distribue aux participants et éventuelles parties prenantes qui en auraient besoin pour se sentir informés du travail effectué. Donc, après l'atelier, donc, il faut noter les actions et différentes informations collectées. Il faut faire un PV donc, qui soit très clair, très structuré, avec les actions, avec les parties prenantes donc présentes, et donc surtout, il faut que les tâches soient affectées donc avec deadline. Et tout ça, en fait, le business analyst doit savoir le partager avec les différentes parties prenantes présentes. Le business analyst, en fait, après le partage, il doit aussi assurer un follow-up. Il doit suivre, en fait, les éléments partagés auprès des différentes parties prenantes. Il doit veiller à ce que les actions donc, soient réalisées donc, par les parties prenantes affectées. Est-ce que toutes ces parties sont claires? N'hésitez pas à partager voilà, vos avis, vos opinions, vos expériences. C'est très important pour nous. Donc, si on revient un petit peu à cette image, en fait, on voit que qu'est-ce que vous remarquez, en fait? Là, je voudrais bien avoir votre retour par rapport donc, à ce workshop, par rapport à l'ambiance qui règne dans ce workshop. Ben, quand on regarde l'image, Oui. on pourra dire qu'on retrouve les différents participants à un workshop, c'est-à-dire un facilitateur. Voilà, on suppose que celui qui est assis isolé est le facilitateur. Voilà. Et Quel est votre sentiment, surtout? Oui. Ben là, à vue d'œil, voilà, j'ai l'impression que ils sont focus sur son intervention. J'ai l'impression qu'ils sont les participants sont focus sur son intervention. Très bien. Très bien. Qui d'autre pourrait partager son sentiment par rapport à cette image? Kevin, vas-y. Alors, moi, le sentiment, bonsoir tout le monde. Le sentiment que j'ai, c'est que voilà, déjà visuellement parlant, je ne vois aucun support, non seulement de présentation. C'est vrai qu'un workshop ne nécessite pas forcément de support de présentation, mais il n'y a pas de bloc-notes, de prise de notes. Parfait, une bonne remarque, très bonne remarque. Et deuxième chose, au travers des visages, on ne sent pas qu'il y a... ça reste une image, hein, mais on ne sent pas, en fait, d'enthousiasme, déjà. Bravo. Oui, les visages sont un peu ternes. Ouais, c'est ce que je constate. Très Donc bien. voilà, mais c'est ma perception. Les mains sont croisées. Voilà, ça montre qu'il n'y a pas d'engouement et d'enthousiasme à assister à cette réunion. Il n'y a pas Je me permets de vous poser une question. Est-ce qu'avec cette situation, est-ce que le business analyst ou le facilitateur pourrait atteindre efficacement ses objectifs? Est-ce que cet atelier pourrait être efficace ou pourrait réussir son atelier? Alors, c'est à moi qu'on pose la question ou... Oui, à tout le monde. Oui, à tout le monde. Voilà, D'accord. Je crois qu'il peut atteindre son objectif. Alors, le plus important, c'est de faire, à mon sens, hein, de faire parler les participants de leurs besoins. C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément besoin de notes ou quoi que ce soit, mais le business analyst devrait, avec ses outils qu'il aurait préparés en amont,
pouvoir permettre ou faire en sorte que les besoins soient élicités de façon claire et qu'ils puissent derrière pouvoir retenir ou sortir avec des éléments à exploiter. Donc, je pense qu'il peut arriver à atteindre ses objectifs s'il a préparé en amont la réunion. Et alors, c'est mon point de vue. Très bien. Moi, je dirais aussi, avec cette atmosphère, on voit que les visages sont ternes, on voit pas, en fait, de motivation. Le business analyst, en fait, il semble énervé. La répartition des différentes parties prenantes, on voit que 3 contre 1, il n'y a pas de partage. Visiblement, on ne se connaissent pas tous. Donc, pour moi, ça ne serait pas la bonne ambiance pour, en fait, réussir un workshop. Un workshop qui serait basé sur des motivations, serait basé, en fait, sur une collaboration. Donc là, entre le rôle du business analyst, les différentes compétences du business analyst pour faire réussir un workshop en travaillant sur les parties prenantes. Il doit travailler donc sur l'adhésion des parties prenantes, sur leur motivation, voilà, sur leur éducation. Il doit leur expliquer et plutôt leur montrer la ligne à suivre. Donc, l'ambiance que vous décrivez, pour moi, en fait, elle risquerait d'impacter la réussite donc, de l'atelier, sachant que la réussite de l'atelier, elle est basée aussi sur l'innovation, sur la génération des idées. Le fait d'avoir ou de vivre une ambiance qui est un petit peu terne et une ambiance contre-productive, ça pourrait impacter donc l'identification de solutions de projets. Il y a Stéphane aussi qui voulait partager son avis. Donc, Stéphane, tu peux. Ah, ok, d'accord. Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir. Juste pour vraiment intervenir, compléter là-dessus, c'est ce que M. Abdel vient de dire. J'étais carrément dans ce sens. Moi, je partais carrément avec le nom même du business analyst, comme on le dit, un facilitateur. Donc, l'expression même de son visage doit venir tout de suite détendre l'atmosphère et non venir envoyer une atmosphère assez crispée. Donc, je dirais que l'expression ici, l'atelier qui est présenté ici, c'est vrai, il pourra présenter ses objectifs, ce qu'on doit atteindre, mais derrière, je pense que les participants seront plus concentrés sur la personne et non sur les objectifs atteints. Exactement, et je suis de même avis donc, que vous. Très bien, bonne remarque. Donc là, l'idée, c'est comment le business analyst, en fait, doit travailler sur lui-même pour qu'il puisse gérer ce genre de situation et réussir donc son atelier. Il doit savoir certainement et connaître, par exemple, les concepts qu'on vient de voir, mais ça, c'est pas suffisant parce qu'il va falloir aussi mettre en place ou monter en compétence sur certaines aptitudes qu'on verra par la suite. Donc, afin qu'il puisse aussi réussir son workshop, le business analyst peut être aidé par ce genre d'outil, en fait, qui s'appelle en anglais Preparation Checklist. C'est un outil ou liste de contrôle qui va permettre le business analyst d'être guidé un petit peu, donc vérifier s'il a finalisé ou défini les objectifs, si donc il a créé son agenda, si la documentation pertinente a été distribuée donc aux différentes parties prenantes, parce qu'il faut préparer les parties prenantes parfois avant de lancer le workshop, leur envoyer par exemple un support à suivre. Donc, il doit aussi mentionner les prérequis de réussite peut-être de l'atelier, identifier la liste des parties prenantes, donc le business analyst, avant de organiser le workshop, il doit travailler sur l'identification des parties prenantes. Il peut être aidé par l'organigramme, par exemple, de l'entité pour identifier et repérer les parties prenantes qui pourraient être intéressantes plutôt pour son atelier. Bon, il pourrait aussi les identifier si la société
un intranet aussi. Ils doivent donc à réserver peut-être une salle et voilà, gérer toute la logistique nécessaire pour ne pas handicaper le bon déroulement du workshop. Donc là, quels sont les éléments, quelles sont les étapes à suivre avant le workshop, durant le workshop et après le workshop. Donc ça, c'est une feuille de contrôle ou liste de contrôle qui pourrait vous aider donc à bien organiser votre workshop. On revient un petit peu au Babok. Le Babok, en fait, il a parlé de la technique workshop donc dans différentes tâches, des différents domaines. Donc, il a parlé de la technique workshop dans le domaine Business Analysis Planning and Monitoring. C'est le domaine d'organisation et d'identification des métriques de mesure du rendement de business analyst. Donc, les techniques de workshop peuvent être utilisées dans la tâche Plan Business Analyst Approach, donc pour aider à construire une approche collaborative. C'est là où le business analyst, en fait, il va compter sur la collaboration en s'aidant avec la technique donc, de workshop pour identifier si il faudrait suivre une approche agile ou une approche en cascade. Dans la tâche aussi Plan Stakeholders Engagement, la technique donc, de workshop, elle va aider à en savoir plus sur les groupes de parties prenantes de manière collaborative. Donc, la tâche aussi Plan Business Analysis Governance, elle permet donc, la technique de workshop permet de solliciter des informations sur les aspects de gouvernance de manière collaborative. La tâche Plan Business Analysis Information Management pour aider à découvrir de manière collaborative donc les besoins en management de l'information, de l'analyse d'affaires. Donc, ce qu'on voit ici, donc, ce sont les différentes tâches des différents domaines pour lesquels en fait le business analyst pourrait utiliser la technique donc, de workshop. Donc, si vous regardez le Babok, à la fin de chaque tâche, vous allez donc remarquer que la technique de workshop a été proposée donc, pour cette tâche du domaine Business Analysis Planning and Monitoring ou pour les autres tâches des autres domaines. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est très important. Oui, c'était très clair. Très bien. Donc ça, c'est un petit rappel de l'utilisation de la technique de workshop par rapport aux différentes tâches des différents domaines du Babok. Donc, on va enchaîner avec une question. Donc, à votre avis, quelles sont les compétences ou aptitudes qu'un business analyst doit acquérir afin de réussir son workshop? C'est très important d'échanger dessus avec vous. Donc, pour la réussite d'un atelier, par exemple, qu'est-ce qu'un business analyst aurait besoin comme aptitude ou comme skills? Moi, je dirais, dans un premier temps, une aisance communicationnelle. La communication, je veux dire, c'est la base pour tout business analyst, pour pouvoir déjà identifier les parties prenantes, comment on dit ça, leur faire part déjà même de l'idée du workshop avec les mots qu'il faut pour qu'ils puissent adhérer à ce workshop-là. Donc, pour moi, la première et la plus importante, ça reste la communication. Je partage totalement ton avis, Nadège. La communication pourrait être une communication verbale, une communication non verbale ou une communication écrite. C'est très important. La communication, déjà, elle a été classée comme étant la compétence la plus la plus importante, donc, selon la dernière étude de l'IBA. Elle a occupé la première classe, ou la première, voilà. Donc, OK, donc quoi d'autre? Je peux intervenir aussi? Oui. OK.
En plus de la communication, effectivement, on est tous unanimes là-dessus. Je dirais aussi que le business analyst doit avoir une bonne connaissance de son domaine métier. C'est-à-dire, pour être efficace, le business analyst doit avoir une compréhension approfondie du domaine métier dans lequel il opère. Je pense que... Exactement, on appelle ça le business acumen, en fait. On verra ça par la suite. Le business analyst, en fait, afin qu'il puisse réussir son atelier, il doit connaître le métier déjà. Si on est sur un métier de banque et qu'on va organiser un workshop sur les moyens de paiement, par exemple, ou sur les crédits de consommation, le business analyst doit connaître le métier afin qu'il puisse poser les bonnes questions. C'est important de poser les bonnes questions pour qu'il puisse avoir les bonnes réponses. C'est très important. Donc, oui, je suis totalement d'accord avec vous. Il faut que le business analyst puisse donc comprendre le métier. Quoi d'autre? J'ajoute un dernier point, je ne sais pas si c'est solide comme argument. Je dirais aussi que la modélisation des processus, parce que selon moi, le business analyst doit utiliser des techniques de modélisation telles que des diagrammes de flux, des organigrammes, pour Oui. expliquer un peu. Exactement. Là, je dirais que le business analyst, peut-être, il devrait maîtriser les outils de modélisation aussi et les techniques de modélisation afin qu'il puisse aider les parties prenantes à modéliser leur process existant et en déduire le process cible. Quoi d'autre? Allez, n'hésitez pas donc à répondre parce que c'est très important, c'est la partie qui, pour moi, la plus importante. C'est vrai, on doit comprendre comment en fait, ou connaître les bases de déroulement d'un workshop, mais le plus important, c'est donc de monter en compétence sur certaines donc, aptitudes nécessaires. Si on connaît comment comment un workshop se déroule et qu'on n'ait pas donc, la compétence de communication, ça va servir à rien, ça va compliquer les choses. Donc, c'est très important, cette partie, elle est très importante, elle est cruciale pour réussir un workshop. Un dernier point, je dirais qu'il doit être aussi à mesure de collecter et de suivre, d'être exigeant dans, comment je vais dire ça, dans la gestion des données, en fait. Collecte et gestion des exigences. D'accord. Est-ce que vous pourrez reformuler un petit peu, c'est-à-dire être exigeant? En fait, Un cas d'exemple. Parce que pour moi, le business analyst, il est un peu comme le responsable de la collecte des données. Mais derrière, c'est vrai qu'il faut collecter, mais en même temps, il faut être capable d'être exigeant de suivre l'évolution de la mise en œuvre de ces données qui ont été... Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous aussi. Donc, le business analyst, en fait, il doit clarifier déjà les objectifs pour les parties prenantes et il doit les amener à rester sur la ligne directrice. Donc, il doit exiger une ligne donc, pour atteindre donc, un objectif prédéfini. Donc, c'est vrai, il faut qu'il soit exigeant. Mais l'exigence, en fait, ça ressemble beaucoup plus à une qualité qu'à une aptitude. Plutôt, je dirais aussi organisé. Là, ça va entrer mieux dans le cadre des exigences, plutôt des compétences donc signalées ou référencées dans le BABOK. Très bien, on va enchaîner, on va voir le lien avec le BABOK. Donc, le BABOK, en fait, il a attiré l'attention sur différents groupes de compétences. En tout, il y a 6 groupes de compétences qui contiennent, en fait, chaque groupe, il contient des aptitudes ou des skills. Par exemple, dans le premier groupe, qui s'appelle Analytical Thinking and Problem Solving, c'est l'esprit analytique et donc de la gestion donc, de problèmes, pour moi, je dirais le business analyst aurait besoin des aptitudes de prise de décision parce qu'il doit faciliter aux parties prenantes donc la tâche de prise de décision. Le business analyst doit avoir aussi
la compétence ou l'aptitude de problem solving. Il doit être capable de résoudre donc les conflits ou les problèmes. Le business analyst aussi doit avoir la compétence ou l'aptitude de pensée visuelle. C'est-à-dire qu'il doit être capable à visualiser, par exemple, une problématique, à schématiser une problématique pour les différentes parties prenantes. Parfois, lorsqu'on schématise donc une problématique ou une solution, ça permettrait donc aux parties prenantes de mieux comprendre et d'avoir une compréhension partagée du problème. Dans le deuxième groupe, qu'est-ce qu'on trouve comme aptitude? C'est le groupe de caractéristiques comportementales. Le comportement du business analyst ou du facilitateur du workshop est très important aussi. Les gens, en fait, focalisent trop sur les attitudes, sur la posture du facilitateur et pourraient en fait avoir en tête ou générer des préjugés négatifs sur la personne facilitateur si n'a pas en fait suffisamment un bon comportement, une bonne attitude. On trouve donc l'éthique, donc le facilitateur, il doit respecter les valeurs, par exemple. Le facilitateur, en fait, doit être organisé. Il doit aussi savoir gérer le temps. Donc là, on parle d'organisation and time management. Qu'est-ce qu'on trouve par la suite dans le troisième domaine de business knowledge? Là, ce que vous venez d'indiquer, c'est la connaissance métier. Le business analyst, en fait, doit avoir comme aptitude le business acumen, le sens d'affaires. Il doit avoir aussi la connaissance du secteur. Il doit connaître l'organisation. Il doit connaître la solution donc à mettre en place. Et aussi, il doit être méthodique. On revient un petit peu donc, à la compétence de communication, communication skills. Donc, le business analyst, il doit donc avoir une bonne communication verbale. C'est très important d'avoir une bonne communication verbale. Une communication non verbale, c'est très aussi important afin qu'il puisse passer les bons messages donc à travers, par exemple, son body language. Le business analyst doit avoir aussi une compétence ou aptitude de bien communiquer de façon écrite lorsqu'il partage les invitations. Le mail d'invitation doit être bien structuré. Il doit rappeler les objectifs, le contexte. Il doit rappeler donc, ce qui est attendu par chaque partie prenante. C'est bien d'expliquer ça. C'est bien d'être capable de rédiger de manière éloquente aussi. Ça sera bien perçu par les parties prenantes. Et la chose qui serait aussi très importante pour un facilitateur, c'est le sens de l'écoute. On doit bien écouter les parties prenantes parce que si on n'écoute pas, on risque aussi d'oublier et de mal comprendre les besoins. Le fait de mal comprendre ou mal interpréter un besoin suite à un défaut d'écoute, ça pourrait impacter donc le résultat du business analyst. Ça pourrait impacter son livrable. Du coup, ça pourrait impacter la solution à mettre en place. Interaction skills ou les aptitudes d'interaction. Donc, on voit bien que là, le rôle de facilitation, le business analyst, donc, il doit donc avoir des compétences de facilitateur, comme on vient de le voir. Il doit avoir des compétences de leadership et d'influence. Il doit influencer les parties prenantes de façon positive et ne pas les manipuler donc de façon négative. Le business analyst, il doit encourager au travail d'équipe, surtout à la collaboration. Le business analyst doit aussi aider ou favoriser la négociation et la résolution des conflits. Un point très important ou une aptitude très importante, c'est donc le teaching ou l'enseignement. Le business analyst doit être capable d'enseigner et d'éduquer les parties prenantes. Donc, il doit avoir une certaine logique et une certaine pédagogie donc dans ses explications. N'oubliez pas que face à un facilitateur ou un business analyst, on va trouver différents niveaux de parties prenantes. Il doit savoir éduquer
donc pas un sponsor, comme il doit être aussi pouvoir être capable d'éduquer un agent ou un utilisateur en fait normal. Il doit adapter donc pour pouvoir s'adapter aux différents niveaux des différentes parties prenantes. Pour en finir en fait avec les compétences, le business analyst doit aussi maîtriser les outils et la technologie. Il doit maîtriser les outils de bureautique, par exemple l'utilisation d'Excel, l'utilisation des outils de présentation comme le PowerPoint, l'utilisation aussi d'Access pour qu'il puisse faire des petites requêtes et faciliter son rendu. Le business analyst aussi doit être capable de maîtriser certains outils comme des outils de modélisation, comme l'outil par exemple Bizagy ou l'outil Harris ou l'outil Mega par exemple. Il doit aussi maîtriser des outils de communication comme voilà, l'utilisation de Teams par exemple. Et je suppose que vous utilisez tous en fait ce genre d'outils. Des questions? C'est très bien expliqué. Je pense que c'est Très bien. Du coup, essayez toujours de vous référer par rapport à ces groupes et des aptitudes afin que vos réponses soient plus structurées. Lorsque vous dites que le business analyst doit être exigeant, c'est plutôt, il doit être organisé, par exemple. Lorsque vous dites le business analyst doit comprendre le métier, là, on parle par rapport au sens des affaires, aux connaissances du secteur ou aux connaissances de la solution. Donc, c'est très important, en fait, de vous référer à ce genre donc, au BABOK afin que vous puissiez bien s'exprimer par rapport à différentes notions. Ça va enrichir encore plus votre vocabulaire. Très bien. Donc, à votre avis, quelle est la différence entre technique et tactique? Là, pour résumer, on était parti du BABOK. On a repéré donc, les tactiques dans le BABOK, où on trouve les tactiques dans le BABOK, on les trouve donc, au niveau des domaines, et on utilise les techniques pour réaliser des tâches. Après, on a vu quelles sont donc les compétences nécessaires pour que le business analyst ou le facilitateur puisse réussir l'application de cette technique de workshop. Et là, on va arriver petit à petit aux tactiques. Du coup, là, je vous pose une question. Quelle est la différence, à votre avis, entre une technique et une tactique? je peux me lancer, hein. Je dirais que les techniques sont plutôt des compétences spécifiques, alors que les tactiques sont des approches. Bon, oui, partiellement vrai, partiellement vrai. Voilà, je ne vais pas vous compliquer la chose parce que la réponse pourrait être philosophique. On va voir la réponse. Donc, les techniques. Donc, la technique est la façon dont vous faites quelque chose de précis. C'est souvent la manière de résoudre un problème, une méthode. Ça se rapproche plus à une méthode à mettre en place. Donc, la tactique, les tactiques sont des actions ou les méthodes employées pour atteindre un objectif. C'est l'ensemble peut-être voilà, des actions ou des approches à mettre en place pour réussir une technique qui est utilisée pour réussir en fait la réalisation d'une tâche d'un domaine de connaissance. Donc là, on va se rapprocher beaucoup plus des tactiques. Donc, j'ai choisi pour vous en fait on pourrait dire un workflow peut-être, ou c'est voilà, une démarche qui représente donc la stratégie, un système de stratégie de workshop. Donc, pour pouvoir réussir un workshop, donc, on va commencer par poser la première question. Donc, savez-vous clairement sur quoi votre équipe travaille? Donc, do you know clearly what your team is working toward? Là, on va plutôt en faire plutôt référence aux goals.
Là, on parle plutôt à la connaissance des objectifs. On doit connaître notre objectif avant de lancer le workshop. Donc là, il faut convenir d'un état cible souhaité afin que l'effort quotidien puisse vous amener dans la bonne direction. Donc, premièrement, il faut commencer par définir donc, les objectifs. Deuxièmement, do you know the biggest problem you face? Donc, connaissez-vous le plus gros problème auquel vous faites face? Donc là, il faut identifier les problèmes et découvrir des idées grâce à des exercices de réflexion critique et analytique. Premièrement, identifier les objectifs. Deuxièmement, donc, comprendre donc, le problème que vous faites face. Troisièmement, are you able to articulate your problem clearly? Donc là, êtes-vous capable d'articuler ou de décrire clairement votre problème? Parfois, OK, on connaît le problème, et lorsqu'on essaie d'approfondir donc, notre connaissance donc, du problème, lorsqu'on pose encore plus des questions en profondeur, là, on va trouver un blocage. Si on trouve un blocage, si la partie prenante donc, trouve un blocage dans son explication du problème, là, ça veut dire qu'elle n'a pas suffisamment de connaissances par rapport à sa problématique. Donc, d'où vient donc la troisième question? Are you able to articulate your problem clearly? Donc là, il faut savoir donc, expliquer et reformuler donc, la problématique donc, à laquelle nous sommes confrontés. Quatrièmement, donc on reste dans le cadre de notre système de stratégie de workshop, do you have a range of ideas on how to solve it? Avez-vous une série d'idées sur la façon de le résoudre? Donc là, c'est d'encourager les parties prenantes à proposer de nombreuses idées, puis affiner et développer donc les meilleurs. Donc, souvenez-vous, donc, pour réussir donc, un workshop, on a besoin finalement en bout de chaîne, en fait, d'idées par rapport à une solution à mettre en place pour répondre à un besoin ou à une problématique ou à une opportunité. Donc, c'est très important, en fait, de savoir ou d'encourager les parties prenantes à générer des idées, donc de manière collaborative. On arrive à la 5e question du système de stratégie de workshop. Have you assessed if your ideas are robust? Donc, avez-vous évalué si vos idées sont solides ou robustes? Là, il faut évaluer les problèmes ou les idées par rapport à certains critères pour mieux comprendre. Donc, les idées qu'on aura collectées par rapport à la 4e question, là, il faut savoir donc, définir des critères d'évaluation pour créer une liste, donc une top liste de ces idées, donc, puis passer par la suite à la 6e question pour la prise de décision. Donc, have you decided which ideas to test? Là, juste un petit instant. Donc, avez-vous décidé quelles idées donc, tester? Priorisez là les idées ou les problèmes en fonction de vos besoins afin de décider sur quoi vous concentrer. Donc, à la fin de cet exercice, vous aurez votre livrable qu'il faudra par la suite tester et poser, ou peut-être vous serez amené à creuser encore par rapport aux différents éléments qui représentent donc le goals, l'understand, frame, idea, evaluate ou decide. Donc, le fait de tester, ça pourrait nous conduire soit à un résultat convaincant, soit à un résultat peut-être qui ne serait pas suffisant. Dans ce cas, il faut peut-être réévaluer ou revisiter donc, les différents éléments qu'on vient de voir. Est-ce que c'est clair ou pas? Parfait. C'est clair. Très bien. Donc, par la suite, ce qu'on va voir par la suite, c'est comment le business analyst
donc, ou quelles seraient les techniques ou les tactiques plutôt à utiliser, parce que nous sommes là au sein de la technique et on va utiliser plutôt, nous sommes au sein de la technique et on va utiliser des tactiques pour répondre ou identifier les objectifs, les goals, pour pouvoir bien comprendre la problématique, pour pouvoir bien articuler la problématique. On doit utiliser des tactiques pour pouvoir ou encourager les parties prenantes à générer le maximum d'idées. On doit utiliser des tactiques pour pouvoir évaluer donc, les idées, et aussi le business analyst pourrait être amené à utiliser des tactiques pour faciliter la prise de décision. Donc, là, on ne va pas citer toutes les tactiques du monde, parce qu'il y en a, c'est innombrable le nombre, il est très important, mais je vais vous montrer des exemples. Par exemple, pour pouvoir répondre à la première question, do you know clearly what your team is working toward? Donc là, comment identifier le goals? Pour identifier le goals, donc le business analyst pourrait utiliser des tactiques. Des tactiques comme par exemple la tactique de sailboat ou le voilier. C'est une tactique qui va permettre de découvrir en fait quels sont vraiment vos objectifs, les raisons qui les sous-entendent et qui vous empêchent de les atteindre. Là, je vous encourage par la suite, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, de regarder ces tactiques sur Google. Donc, vous pourriez en fait par la suite trouver plus d'informations par rapport à ces éléments. Donc, cet exercice de sailboat rassemble les équipes et les parties prenantes pour acquérir une compréhension commune de leurs objectifs, donc moteurs et obstacles. Vous pouvez découvrir ce qui vous ralentit ou si le but, donc, ou les objectifs ne sont pas tout à fait corrects. Donc, voilà l'idée ici. J'essaierai de vous montrer la tactique dans un outil. C'est d'identifier donc, les buts et quelles seraient les raisons qui pourraient empêcher l'atteinte de ces buts à travers une tactique qui s'appelle donc Sailboat. Deuxièmement, la deuxième tactique afin que le business analyst ou afin de faciliter au business analyst d'identifier les goals qui font partie donc de la première question du système de stratégie de workshop. Donc, on a le titre du journal ou newspaper headline. Donc, pensez à l'avenir de l'entreprise ou d'un projet en prédisant ce que la presse pourrait dire sur leur première page. Donc, donnez à chacun la chance de rêver à l'avenir, mais en lumière les objectifs de l'organisation. Donc, le fait que vous pensiez à l'avenir d'une entreprise, donc ça permettrait en quelque sorte d'imaginer les objectifs à atteindre. Donc, à partir des prédictions, vous commencez à définir les problèmes à poursuivre et la direction à prendre. Donc là, je vous ai montré quelques éléments. Donc, ça revient à schématiser ce genre de représentation, identifier le titre, les sous-titres, voilà. Après l'esquisse, le report, les citations, voilà. Ce genre d'exercice vous permettrait d'identifier donc les objectifs donc, de votre workshop. Donc, troisième tactique qui vous permettrait d'atteindre ou d'identifier les goals, elle s'appelle Sticky Steps. Les Sticky Steps, en fait, ça s'appelle en français étape collante. Je ne sais pas si c'était la bonne traduction. Donc là, commencez par votre objectif et travaillez en arrière pour vous donner un chemin clair pour y arriver. Donc, avec un plan étape par étape clair, vous pouvez transformer des objectifs visiblement irréalistes ou difficiles en réalité tangible. Est-ce que vous avez compris un petit peu donc la logique des choses? Vous m'entendez? Oui, pour moi, c'est
pas très, très clair. Après, c'est un nouveau concept pour moi, je dirais. Donc, Ouais. si on peut partir sur un cas pratique ou un truc comme ça. Oui. J'essaierai de vous expliquer ça. Donc, là, on ne va pas détailler les choses, détailler chaque tactique, mais je vous expliquerai en fait la logique. Donc, là, nous sommes face à une tâche d'animer un workshop. Pour animer un workshop, je vais me poser quelques questions. Je vais poser des questions, par exemple, est-ce que je connais mes objectifs? Est-ce que les parties prenantes donc, comprennent, par exemple, la problématique? Est-ce qu'ils arrivent à articuler cette problématique? Est-ce que les parties prenantes seraient en mesure d'émettre en fait des idées ou de générer des idées? Est-ce qu'on est en mesure d'évaluer donc ces différentes idées? Et puis, dernièrement, comment je pourrais prendre des décisions? Comment je pourrais aussi évaluer ces idées? Voilà. Donc, pour chaque atelier, en fait, il est géré avec un système. Le système de gestion de cet atelier, il comprend donc ces 6 éléments. Donc, pour chaque élément, je vais appliquer des tactiques qui vont me permettre, par exemple, de faciliter donc l'identification des goals. Là, je vais appliquer des tactiques comme la tactique de Sailboat, la tactique de newspaper headline et la tactique de sticky step, par exemple. Donc là, l'idée, c'est de vous donner des références. Ce n'est pas en fait l'idée de vous apprendre ces tactiques, mais plutôt de vous montrer ces tactiques, vous montrer que ces tactiques, en fait, elles favorisent l'application d'un système de workshop afin que vous puissiez réussir votre mission par rapport à ce workshop. Donc, afin que je puisse du coup identifier les objectifs, les comprendre, reformuler ma problématique, identifier les idées, évaluer les idées et prendre des décisions, je vais appliquer des tactiques. Est-ce que c'est clair? Oui. Je vais vous expliquer plus en détail par rapport à un cas pratique. Par exemple, en avance, après, j'essaierai de vous présenter un cas pratique ou de faire ensemble un cas pratique. Par exemple, si j'ai besoin de comprendre ma problématique, je vais utiliser de manière collaborative avec les parties prenantes des tactiques comme donc 5 ways. Donc les 5 pourquoi. À chaque fois, je vais poser des questions, donc 5 fois la question. Donc afin d'arriver à la root cause, d'arriver à la cause fondamentale de cette problématique. Parfois, on présente des problématiques, mais en profondeur, il ne s'agit pas de cette problématique. Si on parle, par exemple, la problème de mauvaise performance par rapport à un process donné d'entreprise, on ne va pas dire que le problème, c'est une insuffisance de performance ou le process n'est pas performant. On va poser des questions. Pourquoi le process n'est pas performant? Peut-être on va arriver à un constat que là, par exemple, les utilisateurs ne sont pas suffisamment formés, par exemple. Ou arriver au constat que la machine, par exemple, elle ne peut pas en fait tourner plus que 2 heures, par exemple. Donc, à chaque fois, pour connaître la cause fondamentale par rapport à une problématique, on va utiliser donc la tactique, donc les 5 pourquoi, ou 5 whys. Et ça va nous permettre en fait d'avoir une bonne compréhension de notre problématique. Comme autre tactique, on a des tactiques qui s'appellent hopes and fears ou des techniques qui s'appellent assumption collecting. Assumption collecting, en fait, c'est recueillir des hypothèses qui reflètent ce que vous et votre équipe
penser être vraies à propos du projet. Donc, c'est déclarer les hypothèses au début du projet afin de pouvoir identifier les risques. Avoir les hypothèses de tout le monde visibles en amont éliminerait en fait toute surprise plus tard. Parce que parfois, il y a des projets qui sont basés sur des hypothèses. Par exemple, on va choisir de développer en interne une solution en partant de l'hypothèse que l'équipe développeur, l'équipe interne de développeurs au sein de l'entreprise est suffisamment compétente. Cette hypothèse pourrait être non vraie par la suite, non vérifiée. Donc, déjà, il faut cette tactique. Donc, l'idée de cette tactique, c'est de présenter des hypothèses en amont, ces hypothèses qui pourraient être des sources de risque si elles ne seraient pas vérifiées. Donc, voilà, on va répéter toujours la même chose. Donc, à chaque fois, on va identifier des tactiques pour identifier les objectifs, pour comprendre la problématique, pour articuler la problématique, pour générer des idées, évaluer les idées et prendre des décisions. Par exemple, quelles seraient les tactiques pour générer des idées? Est-ce que vous connaissez la tactique de mind map ou mind mapping? Oui. Donc voilà, Oui. c'est transformer toutes vos pensées en une carte interconnectée afin d'avoir un stimulus pour la génération des idées. Donc là, ça revient à remplir une page d'idées, qui est parfois difficile, et commencer par une chose et laisser les idées se ramifier pour ouvrir des voies nouvelles et inattendues. On va voir un exemple pratique. Donc là, pour le mind mapping, il est mentionné parmi les 50 techniques mentionnées au niveau du Babok. Là, le mind mapping, il va être utilisé en tant que tactique pour réussir l'application d'une technique. Donc, juste, je vais vous montrer quelque chose. Donc, on va éteindre pour avant. Voilà, par exemple, je suis en train d'animer un workshop en ligne et j'ai besoin, en fait… On ne voit pas ton écran si tu partages quelque chose. On voit juste… Ah, d'accord. Pardon. Merci, Nadège. Voilà. Donc là, je vais utiliser un outil qui s'appelle Whiteboard. C'est un outil, en fait, une sorte de tableau blanc virtuel. Donc, c'est pour cette raison que je vous dis que le business analyst doit maîtriser des outils de business analysis. Donc, cet outil, c'est aussi un outil de business analysis. Donc là, je suis en plein, par exemple, le workshop et j'ai besoin d'avoir des idées, de collecter le maximum d'idées. Par exemple, là, je vais chercher la tactique mind map. Voilà. Déjà, l'outil, en fait, il me permet en fait, d'avoir plus d'informations par rapport à l'application de cette tactique. Voilà. Donc là, afin de comprendre, de générer des idées, j'ai utilisé la tactique de mind map. Par exemple, là, mon objectif, c'est, par exemple, d'améliorer ou de mettre en place une solution de workshop. Voilà, par exemple, une solution de workshop, une solution efficace de workshop. À votre avis, quelles seraient en fait
les éléments qui permettraient de mettre en place une solution efficace de workshop. Des propositions? Connaître l'objectif principal du workshop. Très bien, par exemple. L'objectif du workshop. Voilà, une première idée. Une deuxième idée. Définir les différentes parties prenantes. Voilà. Impliquer. Voilà. Par exemple, utiliser des outils de workshop, comme cet outil de whiteboard. Voilà, c'est un exemple d'exercice, en fait, à utiliser par rapport pour optimiser la génération des idées donc, lors d'un workshop. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Voilà. Autre chose, voilà, l'outil, en fait, il offre plusieurs types de tactiques dans le cadre des projets agiles, des outils, en fait, pour favoriser la prise de décision. Je vous ai montré que dans le schéma de stratégie de workshop, il y a l'élément decide. Donc, je vais consulter mon outil de whiteboard et je vais essayer de chercher une tactique adaptée à mes parties prenantes pour me permettre de prendre des décisions. Si demain, j'aurais besoin donc, de conduire un atelier de modélisation de l'organigramme d'une entreprise, je vais aller sur la rubrique Design et utiliser la tactique Organization Chart Template, par exemple. Ou aussi, voilà, il y a plusieurs types de techniques de modélisation, hein. Si demain, j'ai besoin, par exemple, de prioriser des exigences, je vais utiliser ce genre de tactique, par exemple. Je les connais pas, je connais pas toutes les tactiques. Comme je vous ai dit, c'est immense le nombre de tactiques qu'on pourrait utiliser. Mais voilà, vous pourriez les visualiser, par exemple, dans cet outil Whiteboard, où il y a aussi l'outil Miro. Est-ce que le whiteboard est à accès libre? Pardon? L'outil, est-ce qu'il est à accès libre? Oui, il est en accès libre, mais après, il y a aussi une partie payante. Okay. Par exemple, dans cet outil vous permet en fait de faire appel, de travailler tous en fait, de faire appel en collaboration, de manière collaborative, donc de travailler plutôt de manière collaborative avec toutes les parties prenantes. Là, vous voyez mon curseur, mais en achetant la partie payante, en fait, vous allez pouvoir participer tous en même temps. Là, je suis en train de noter vos idées, mais il y a une possibilité que vous puissiez noter vos idées sur la même plateforme de manière indépendante. Et avec un administrateur et tout. Hein. Voilà, oui. Donc, voilà, vous pouvez appeler les différentes parties prenantes. Vous pouvez par la suite, définir un timer là pour répondre rapidement par rapport à une génération d'idées. Voilà, c'est un outil qui est évolutif. Là, c'est lié aussi à Jira, l'outil Jira de traçage des incidents. Voilà, je vous encourage en fait à regarder ce genre d'outils. Ouais, parfait, merci. Voilà. Je pense que c'est bon. Je vais juste repartager mon écran. Donc voilà. Il nous reste 5 minutes. Du coup, si voilà. vous avez des questions, c'est le moment. Voilà. Plutôt, voilà, Nadège, voilà, place aux questions. Voilà, donc l'idée, c'est de vous présenter ce système donc, de stratégie de workshop.
Donc, l'idée, c'est de comprendre ces différents éléments, de travailler, de savoir comment travailler sur les différents éléments du workshop, à savoir identifier donc, les objectifs, comprendre les objectifs, reformuler plutôt les problématiques, générer des idées, les évaluer et prendre des décisions. Et pour chaque élément, je peux utiliser donc des tactiques. Comme nous venons de voir, pour générer des idées, je vais utiliser la tactique, en fait, mind mapping. Donc, place aux questions. N'hésitez pas donc à poser vos questions. Je peux, hein? Oui. OK. Donc, déjà, merci. Hein. Je dirais déjà, lorsque Nadège a dit 5 minutes, j'ai dit, ah, déjà, j'ai commencé à bien m'asseoir. Alors, est-ce qu'il y a une durée spécifique à chaque atelier? Je vous entends mal. Je vous entends de loin. OK. Je demandais, là, c'est bon. Au niveau des différents ateliers, est-ce qu'il y a des types de durées spécifiques à chaque atelier d'un workshop ou c'est vraiment en fonction Non, il n'y a pas de durée spécifique. En fait, l'idée, c'est d'optimiser le déroulement d'un atelier. Il faut choisir un timing qui serait en phase avec la complexité du sujet. Parfois, il faut limiter le temps. Parfois, il faut structurer les ateliers afin de pousser les parties prenantes à agir de manière plus habile. Mais ça dépend, voilà, c'est laissé à au libre jugement du business analyst. Moi, j'ai envie d'ajouter aussi que ça dépend de l'objectif du workshop. Si on prend par exemple un workshop où l'idée c'est de réfléchir sur des process cibles, donc il y aura en premier temps l'identification des process actuels pour aller vers un process cible. Et ça ne peut pas se faire en 1 heure de temps parce qu'il y aura de la modélisation, l'utilisation des, comment on appelle ça, des post-it et tout, chacun donne son avis. En 1 heure de temps, on ne peut pas faire ce workshop-là. Mais par contre, si c'est un workshop pour une prise de décision rapide par rapport à une solution, là, moi, je me dis pas plus d'1 heure de temps parce que généralement, on nous dit, bon, les réunions qui dépassent plus d'1 heure de temps sont plus des réunions productives. Donc, je me dis, ça s'adapte en fonction du contexte, en fait. Exactement, c'est clair, oui. Et ma deuxième question sera plus sur le système des stratégies des systèmes. On a vu les différents, le goal, understand, frame, idea. Parce que derrière, il y a des tactiques que vous nous avez présentées. Si on veut avoir, je dirais, la liste de toutes les tactiques de chaque élément, est-ce que c'est dans le Babok qu'on le trouve? En fait, voilà, le Babok, en fait, il mentionne pas de tactique. Il mentionne plutôt donc, des techniques. Après, pour comprendre les tactiques, ou pour trouver des tactiques, vous pouvez aussi voilà, faire recours à ce genre d'outils de whiteboard, par exemple, donc, qui intègre donc, un nombre très important de tactiques très intéressantes. Parfait. Et ça sera tout pour l'instant. Merci pour la présentation. Je vous en prie. D'autres questions? On peut prendre d'autres questions, il nous reste 2 minutes, mais si vous avez des questions, on peut accorder 5 minutes supplémentaires. S'il vous plaît, est-ce que c'est possible de présenter la dernière slide avant les questions? Je crois que c'est les tactiques de prise de décision. Oh, voilà. Oui, Okay. Là, en fait, comme exemple, on a des tactiques comme Priority Map, des tactiques comme Impact Effort Map ou des tactiques comme le Blind Vote. Ce sont des tactiques qui permettent en fait de faciliter la prise de décision par rapport aux idées collectées lors de l'atelier. Ok, merci.
Donc, je suppose qu'il n'y aura plus de questions. Voilà, ce que je recommande, en fait, c'est d'essayer d'éviter de mener des workshops de manière archaïque, essayer d'être plutôt plus innovant, essayer de recourir à ce genre d'outils, en fait, de whiteboard, en fait. C'est très utile et ça vous permettra donc de mieux mener vos ateliers et de les mener de manière très efficace. Mais au préalable, il faudrait en fait s'exercer donc ou d'apprendre comment utiliser ce genre d'outils, parfois qui pourraient un peu compliqué pour certains. OK. C'était clair pour tout le monde? Du coup, Oui, là, on est resté un peu sur notre fin, mais c'était vraiment clair. Non, mais vous pouvez encore S'il poser te des plaît, questions. Vous j'ai pouvez une encore poser petite... des questions, oui. Oui, s'il te plaît, Nadia, j'ai une petite question. En fait, souvent, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, j'ai l'impression que le terme workshop s'utilise un peu pour tout, que ce soit des ateliers, des séances de travail, des réunions, des focus group, enfin, je ne sais pas. Et du coup, on n'a pas, je ne sais pas s'il y a une différence entre tous ces éléments ou si eux tous se regroupent, ou si eux tous peuvent être considérés comme un workshop, par exemple. Parce que dans nos environnements, bon, on appelle un peu tout et n'importe quoi workshop, en fait. Du coup, il n'y a pas une structure. On y va, on bavarde pendant 1 heure, 2 heures, on ressort de là sans grande évolution, en fait. Donc, ma question est de savoir, est-ce qu'il y a une claire différence entre le workshop et toutes les autres appellations, ateliers de travail, séances de travail, en fait, focus voilà, group? c'est une bonne question. Parfois, workshop, le terme workshop semble être un terme bateau. On utilise à tort et travers, c'est vrai. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le workshop, c'est une technique. Et pour faciliter le workshop, on utilise des tactiques. Parfois, par exemple, on utilise des focus group. Les focus group, en fait, pourraient représenter une tactique. Bon, bien que ça a été présenté comme technique dans le BABOK, ça pourrait être une tactique pour répondre à des besoins du workshop. Mais le contexte, il est différent dans le cas du focus group. Voilà, l'idée, c'est de développer, par exemple, un produit, par exemple. Là, on va mettre en place la tactique de focus group dans un cadre qui s'appelle workshop. Par exemple, Ok. aussi, je vais utiliser voilà, des ateliers, un workshop pour des revues. Là, en fait, la revue, c'est une technique, on peut utiliser ou interpréter ça comme étant une technique qui s'utilise en fait de manière, en fait simultanée avec le workshop. On va utiliser un workshop, la technique de workshop et la technique de revue lorsqu'il s'agit de revoir des livrables donc, durant le workshop. Voilà. J'espère que c'est clair. D'accord. Oui, c'est beaucoup plus clair. Merci. Compris. Stéphane, pas de questions? Gilles Touré, dites-moi plutôt. Non, ça va, ça va, ça va. Je pense qu'on va essayer de mettre en pratique déjà ce qu'on a appris aujourd'hui et puis le whiteboard qui nous a encore été donné aujourd'hui, on va l'utiliser à fond. Merci. D'accord. Mais je vous informe que le support sera partagé, donc Ok, ne vous en faites pas. parfait. Merci beaucoup, Abdelkader. Ça a été une très, très belle session. Aujourd'hui, je pense à la fin de cette session-là, on sait à quoi aujourd'hui on peut s'attendre lorsque nous allons organiser des workshops et nous allons essayer de mettre en pratique toutes les bonnes tactiques que nous avons apprises grâce à ta présentation. Donc, merci à tous. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour Merci un à vous. prochain billet talk.
Donc, restez connectés sur nos différentes pages. Et nous allons partager aussi la vidéo à la suite de l'enregistrement. Merci à beaucoup, Nadège aussi. Merci à Libya, donc le chapitre IBIA ivoirien, donc qui nous cesse en fait de nous gâter par des sujets très enrichissants. Et merci tout le monde pour votre attention et votre présence. Merci à vous, Abdelkader. En prie. Merci. Au revoir. Merci et bonne soirée. Passez une bonne soirée. Merci, Bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.